BFM Business, le débat. Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Débat autour des 10 leçons économiques de la crise de la Covid avec Emmanuel Le Chypre et avec Jean-Marc Daniel. Messieurs, question du jour, que va faire le consommateur? C'est une des questions clés. Il y aura la relance de l'offre, tout ça, mais quand même, la demande est nécessaire. Et le retour du consommateur, ce sera aussi la dynamique de la reprise et le moment où on aura retrouvé une vie normale. On sait qu'on a une montagne d'euros qui n'ont pas été dépensés pendant le confinement et même d'ailleurs qui ne sont pas encore aujourd'hui dépensés. L'OFCE chiffre aujourd'hui à 75 milliards d'euros tout cet argent thésaurisé sur les comptes courants et la Banque de France estime qu'on devrait avoir dans les 100 milliards probablement d'ici la fin de l'année. J'ai regardé quelques chiffres. L'INSEE nous dit qu'on a retrouvé presque un niveau de consommation normal, mais pas normal. On est encore 3% sous la norme et 3%, ça n'est pas négligeable. Vous regardez le taux d'épargne qui est prévu notamment par la Banque de France, on sera probablement au-dessus des 20% à la fin de l'année. BPCE a mené une enquête intéressante où 9 Français sur 10 disent qu'ils épargnent et qu'ils comptent continuer à épargner. Vous prenez l'encours du livret A ou du LDDS, l'ex-Codévie, on a passé les 430 milliards d'euros uniquement sur ces deux produits d'épargne réglementés, ou encore les dépôts à vue, les comptes courants, où là on cumule 520 milliards d'euros. Ce sont des montants que l'on n'a jamais vus, Emmanuel Le Chypre. La réaction du consommateur et son attitude, c'est un élément clé. Oui, c'est un élément clé, sachant que cette épargne, elle est assez inégalement répartie, parce que la caractéristique de cette crise, c'est quand même qu'elle a vraiment fabriqué des inégalités comme aucune autre avant elle. Prenez la crise de 2008-2009, toutes les catégories sociales avaient été touchées de la même façon. Là, on a vu quoi? C'est l'enquête Cofidis, par exemple, qui nous dit ça. Il y a 4 Français sur 10 qui déclarent avoir perdu du pouvoir d'achat. Et qui sont ces 4 Français sur 10? C'est ceux qui ont été au chômage partiel, les intermittents, les CDD, etc., les précaires. En revanche, parmi ceux qui gagnent plus de 3 000 euros par mois, les 3/4 n'ont pas subi de baisse de revenus. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement ceux qui ont télétravaillé. Et donc, grosso modo, il y a une épargne massive qui a été accumulée, mais par ceux qui n'ont pas vraiment besoin de dépenser, et ceux qui auraient besoin de dépenser ont plutôt perdu du pouvoir d'achat. Donc, il ne faut pas croire que les 80, voire 100 milliards d'épargne, ou de liquidités, sinon je vais me faire fusiller par Jean-Marc Daniel, qui ont été accumulés, il ne faut pas croire qu'ils vont se libérer comme ça, surtout que tout le monde, quand vous êtes un Français sur 2 à avoir peur pour votre emploi, il ne faut pas penser que ça va se déverser comme ça massivement dans la consommation. Alors tout le monde est d'accord pour dire que l'un des éléments clés sur l'attitude du consommateur, l'attitude des ménages, c'est la confiance en l'avenir. Alors la confiance dans la fiscalité, est-ce que mes impôts vont augmenter ou pas, et également la confiance dans les perspectives sociales, est-ce que je vais garder mon boulot ou pas. Comment vous regardez la situation qui est l'une des plus difficile à régler parce qu'il n'y a pas un déclencheur de confiance. Jean-Marc Daniel. Oui, je crois qu'il faut bien voir que la situation est exceptionnelle parce que le choc qui a été porté sur l'économie était un choc totalement exogène. C'est des décisions qui ont été prises à la suite d'un événement qui était un événement sanitaire et pas économique. Alors, sur le fait que les gens aient perdu du pouvoir d'achat, je serais plus réservé que ce que vient de dire Emmanuel. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont vu leurs revenus baisser, mais comme pendant 55 jours, ils n'ont pratiquement rien dépensé, à part dans les quelques magasins qui étaient encore ouverts, c'est-à-dire... Ça fait un petit bas de laine à l'arrivée. Quoi qu'il arrive, un petit bas de laine. C'est pas vrai, Jean-Marc. Ils ont presque tous dépensé moins, les Français, mais il n'empêche qu'il y en a qui ont perdu encore plus que ce qu'ils n'ont pas dépensé. Oui, c'est une infime minorité. En réalité, concrètement, vous avez ce qui se traduit dans l'évolution de ces comptes courants. Vous avez toute une masse d'argent qui n'a pas pu être dépensée. Et cette masse d'argent, elle est à disposition. Alors, elle est à disposition de 2 éléments. Soit on se remet à consommer. Et là, à partir du moment où les magasins réouvrent, il n'y a pas de raison pour que les gens modifient fondamentalement leur comportement. Il n'y a pas de raison, à part qu'ils ne sont pas totalement de retour encore aujourd'hui. Pourtant, on a rouvert. Pratiquement, puisqu'on est à 97, presque 100%. Mais c'est pas mal 3% de conso, quand même. Mais il y a des contraintes sanitaires. Dans les cafés, restos, aujourd'hui, vous pouvez difficilement dépasser la jauge des 80%. Il y a encore des contraintes. Et ensuite, il y a le statut de l'épargne. Alors, cette idée que l'épargne est quelque chose de négatif est une idée qui, pour moi, est aberrante. Qui vous a dit que l'épargne était négative? Mais que s'il y a d'épargne, s'il n'y a pas assez de consommation, il y aura pas de c'est bon pour les individus, c'est mauvais pour la société. L'épargne, c'est bon pour la société, c'est parce que c'est bon pour la croissance. Et je rappellerai un résultat que tout étudiant en sciences économiques doit avoir en tête. Il y a égalité entre l'épargne et l'investissement.
Mais ça ne nous dit pas comment vont agir les consommateurs, tout ça. Eh bien, si les consommateurs dépensent, ce sera bon immédiatement. Si les consommateurs épargnent, ce sera également bon à moyen terme. Si ça finance, puisque ça va financer les investissements. Mais Jean-Marc, si je vous dis, bon, on fait une prime à la conversion automobile, c'est un carton absolu. On a rehaussé le plafond de consommateurs. Quoi, Emmanuel? Oui, mais là, on voit bien, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand vous regardez ces primes à la casse, finalement, elles concernent quoi? Elles concernent des voitures électriques, elles concernent des voitures un peu de CSP+. Et on à voit part que la prime à la conversion, elle est sous condition de revenus. Elle est quand même pour les revenus les plus modestes. L'essentiel du dispositif, c'est quand même l'électrique, l'hybride, etc. Des voitures qui valent 25, 30, 40 000 euros. Et ces CSP+, elles ont de l'argent. Et on voit bien qu'effectivement, avec les ristournes qu'on leur accorde, elles mordent massivement au dispositif. Mais est-ce qu'on peut y... Alors, moi, j'ai entendu plein de voix dire il faut monter les minima sociaux parce que c'est les gens qui ont le moins d'argent qui généralement consomment le plus. Ou alors il faudrait même baisser la TVA. Enfin, on se demande s'il y a des outils, on a 30 secondes pour terminer, Jean-Marc Daniel, des outils politiques, des choix politiques qui peuvent changer l'attitude du consommateur. Non, je crois qu'il faut surtout pas s'engager là-dedans parce que en plus, on a une société qui est une société qui, dans ses comptes extérieurs, est fragile. Je rappelle quand même que la consommation en France, c'est aussi beaucoup d'importations. Et donc, somnibuler sur l'idée qu'il faille augmenter la consommation peut se retourner contre nous. En tout cas, on a un engagement pour l'instant ferme de la part des politiques. Il n'y aura pas de hausse d'impôts post-Covid. Espérons que la promesse sera tenue. C'était donc l'une des leçons économiques de la crise de la Covid sur BFM Business.